Bienvenue à tous. Que vous soyez jeune ou moins jeune, physicien nucléaire ou conducteur de bus, sans jugement bien sûr, vous êtes ici pour en savoir plus, en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure. Bonjour à toutes et à tous. Quel pronostic vous propose votre horoscope préféré? Petit big up à la classe de CM2 de l'école Paul Cézanne. Je vous l'avais promis, aujourd'hui c'est l'heure des déchets radioactifs. Au cœur de tous les débats et de la transition énergétique et écologique, le nucléaire s'impose aujourd'hui comme une des principales sources d'énergie dans le monde, et surtout en France où elle est leader. Comme je vous l'avais dit dans certains épisodes précédents, sans trop redétailler car on va très vite passer au sujet principal de cette vidéo. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Je vous laisserai regarder l'épisode 2 pour en savoir plus. Le gros défaut problème de cette énergie nucléaire, c'est les déchets radioactifs qu'elle génère. Alors qu'est-ce que c'est un déchet radioactif? Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'il devient? Nombreux sont déjà les secteurs qui utilisent la radioactivité de nos jours. Tous produisent donc des déchets radioactifs qui ne sont plus utilisables ni recyclables. Un déchet radioactif, c'est simple, c'est un objet qui a été mis en contact avec la radioactivité et qui, une fois non utilisable, devient un déchet qui à son tour émet des rayonnements radioactifs qui peuvent être risqués pour l'homme et son environnement. Ceci présente donc de 1 un risque d'irradiation externe lié au rayonnement des substances radioactives présentes dans les déchets, de 2 un risque de contamination interne lié à une ingestion ou une inhalation. D'un objet à l'autre, suivant son contact radioactif, le niveau de radioactivité va fluctuer. C'est pourquoi ils ont été classés. Cette classification prend en compte le niveau de radioactivité d'un déchet et sa durée de vie. Autrement dit, la quantité et la nature des substances contenues dans le déchet, le temps nécessaire pour que l'objet ne présente plus de radioactivité. On retrouve donc 6 types de déchets dans cette classification. Les vies très courtes, VTC, les très faibles activités, TFA, les faibles et moyennes activités à vie courte, FMAVC, les faibles activités à vie longue, FAVL, les moyennes activités à vie longue, MAVL, et enfin les hautes activités, HA. D'un autre point de vue, cette classification montre aussi la dangerosité des déchets et la difficulté à les traiter. Pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con ou je te fais gicler les yeux. Les VTC sont des déchets issus souvent du domaine médical qui contiennent des radionucléides, qui sont gérés par décroissance radioactive, c'est-à-dire qu'ils sont laissés sur place pendant quelques jours pour faire décroître la radioactivité pour ensuite être envoyés dans les filières de recyclage. Les déchets de très faible activité sont spécifiquement considérés en France et très peu, voire pas, dans les autres pays du monde. En effet, leur radioactivité avoisine la radioactivité naturelle, c'est pourquoi certains pays font le choix de ne pas s'en charger. Dans ceux-ci, on retrouve des déchets industriels banals comme la ferraille, le plastique, des déchets inertes, béton, briques, terre, et des déchets spéciaux constitués de matériaux tels que la boue ou les cendres. Ce sont globalement des matériaux issus de la déconstruction des centrales nucléaires et autres usines. Les FMAVC, déchets de faible et moyenne activité à vie courte, sont des vêtements, des outils, des gants ou encore des filtres issus d'exploitations et instituts nucléaires, universités, des hôpitaux ou encore des opérations de destruction. En moyenne, ces déchets ont une durée de vie de 300 ans. Les FAVL sont des déchets anciens. Ils proviennent d'anciennes exploitations et sont appelés généralement déchets radifères ou de graphite. Ces déchets radifères contiennent des traces de radium ou sont des déchets issus du traitement de certains minéraux radioactifs. Les déchets de graphite proviennent eux de la déconstruction des premières générations de centrales nucléaires datant de 1960. Enfin, on retrouve aussi d'anciens objets d'une ancienne époque tels que des montres, des paratonnerres, etc. Une montre en or. Les MAVL sont issus du traitement des combustibles utilisés dans les réacteurs des centrales nucléaires. Ces combustibles sont un assemblage d'uranium et parfois de plutonium entourés d'une structure métallique, on les appelle crayons. Après traitement, certains éléments métalliques peuvent être recyclés, le reste est cisaillé en petits tronçons en ce qu'on appelle gaines, coques et embouts. De la même façon que pour les MAVL, les déchets HA correspondent aux combustibles utilisés dans les réacteurs nucléaires. Ce sont des résidus de la combustion nucléaire de l'uranium-plutonium. En revenant à l'étape du traitement des combustibles, l'uranium et le plutonium peuvent être réutilisés et recyclés en nouveaux combustibles. Lorsque ce n'est plus possible, ils deviennent des déchets HA.
Non, n'y touche pas. Pourquoi? Il est à moi. Précieux. Eh ben dis donc, ça fait pas du bien d'être en contact avec un déchet radioactif. Maintenant que l'on vient de détailler chaque type de déchet et leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut bien en faire? L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, est chargée en France depuis 1979 d'apporter les solutions au stockage et à la gestion des déchets radioactifs français. Anciennement rattachée au CEA, Commissariat à l'énergie atomique depuis cette date, elle signe son indépendance en 1991. Catus. Libère mes hommes. Elle est située à plusieurs endroits sur le territoire et gère les différents types de déchets au cas par cas. Avant de détailler les solutions de stockage pour chaque type de déchets, vous vous demandez sûrement pourquoi on ne les envoie pas dans l'espace. Alors c'est une solution qui a été envisagée comme les mettre au sein d'un volcan, mais c'est bien trop compliqué et surtout bien trop dangereux. En revanche, une des premières solutions a été de noyer les déchets de faible activité. C'est pourquoi la France, comme d'autres pays du monde, à la fin des années 60, a immergé 14 200 tonnes de déchets sur 2 sites au large de la Bretagne et de l'Espagne, à plus de 4000 mètres de profondeur. Dans le même temps, le CEA planchait sur une solution de stockage en zone terrestre. Les TFA ont aujourd'hui une solution de stockage adaptée. Celle-ci, c'est le CIRES, Centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage depuis 2003 dans l'Aube. Les déchets sont placés en couches horizontales successives dans ce qu'on appelle des alvéoles. Vous allez l'entendre souvent ce mot. Celles-ci sont creusées préalablement à quelques mètres de profondeur. Une fois pleines, elles sont scellées puis recouvertes par la roche argileuse présente sur le site. Les FMAVC sont les premiers déchets à avoir obtenu une solution de stockage au CSM, Centre de stockage de la Manche. En 1994, il a atteint son stock maximal et est encore aujourd'hui en phase de fermeture. Ce tombeau sera votre tombeau! C'est ensuite le CSA, Centre de stockage de l'Aube, qui a pris le relais. Dans ces centres de stockage, les déchets sont stockés en surface dans des ouvrages en béton armé de 25 mètres de long pour 8 mètres de haut. Une dalle en béton et un revêtement imperméable viennent ensuite recouvrir ces ouvrages. Plus tard, une couverture définitive vient recouvrir le tout pour éviter les dégâts de la pluie et les intrusions. Les FAVL n'ont pas encore aujourd'hui de solution de stockage adaptée du fait de leur faible activité pour une durée de vie pour certains éléments pendant encore plusieurs milliers d'années. Ils sont pour l'instant entreposés dans les sites de production. Des études sont donc menées dans l'eau pour une solution de stockage adaptée pour ce type de déchets. 2 options sont envisagées à une vingtaine de mètres de profondeur, un terrassement depuis la surface ou le creusement de galeries souterraines. Pour ce qui est des déchets radioactifs MAVL et HA, le même site de stockage est prévu, le Centre de stockage géologique CIGEO. Ce projet ambitieux, qui n'est toujours pas construit, pourrait stocker l'intégralité des déchets radioactifs français de moyenne et haute activité de longue durée. Il est prévu en Meuse-Haute-Marne sur 15 km² à 500 mètres de profondeur pour isoler au maximum ces déchets de l'homme. Des études sont menées depuis les années 90 à proximité du futur site de stockage. Elles sont géologiques pour la roche argileuse qui entourera le site de stockage et techniques et opérationnelles pour affirmer la faisabilité d'un projet d'une telle ampleur. Pour cela, le laboratoire souterrain a été construit dans les années 2000 à proximité et sert à reproduire l'environnement de stockage de ces déchets et tester les futures opérations dans le futur site de stockage CIGEO. Donc non, il n'y a pas de déchets radioactifs dans le laboratoire souterrain. Les 2 types de déchets auront un traitement différent au sein du même site de stockage. Dans des containers en béton dans de larges alvéoles pour les MAVL, dans des containers en acier soudé en file indienne dans des alvéoles resserrées pour les HA.
La spécificité de CIGEO est qu'il est conçu pour être réversible pendant les 150 ans suivant les départs de la construction. L'objectif est de donner la possibilité aux générations futures de décider si elles souhaitent poursuivre, arrêter ou bien modifier le projet. Les colis seront donc acheminés au fur et à mesure de la construction et pourront être retirés et ramenés à la surface pendant ce laps de temps. Le site sera donc scellé à sa fermeture et la couche argileuse servira de barrière naturelle sur le très long terme pour la dispersion des substances radioactives. Bien entendu, une surveillance sera mise en place suite à sa fermeture sur plusieurs centaines d'années encore. Cette solution de stockage profond est aussi celle de nombreux pays dans le monde qui sont aussi en possession de déchets hautement radioactifs. Pour tous ces stockages de longue durée qui sont conçus pour être sûrs dans le temps sans besoin d'une intervention humaine, un principe de mémoire est à l'étude. En effet, comment être sûr que d'ici plusieurs milliers d'années, les futures générations sauront ce qui se trouve sous leurs pieds si personne ne leur dit? L'objectif est donc de les informer sur les sites de stockage et leur contenu, leur permettre de comprendre l'environnement et les phénomènes qui peuvent se produire autour, et leur apporter les connaissances nécessaires à la prise de décision. La difficulté de tout cela, est-ce qu'on sera compris? Quand on voit la vitesse où évolue notre langage et notre communication, le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. On doit réfléchir à des moyens de transmettre l'information aux générations futures et être compris. Je vous ai compris! Plusieurs pistes sont donc envisagées, comme l'art par exemple, qui reste majoritaire. Grâce à des dessins, des sculptures, etc., l'art c'est universel et constant. Ou encore, on pense aussi par exemple à l'utilisation d'un nouveau langage universel. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? A-t-on pris la bonne solution de gestion pour ces déchets radioactifs? Que vont-ils devenir dans le temps? À vous de me le dire. En Afrique du Sud, une espèce d'abeille a la capacité de se cloner, c'est l'Apis mellifera capensis. Cette magnifique trouvaille a été faite lors d'une récente étude publiée dans Proceedings of the Royal Society Bee. Les chercheurs ont pu observer que les abeilles se clonaient depuis 1990 à partir d'une même entité ancestrale. Logiquement, dans une colonie d'abeilles, c'est la reine qui se charge de la reproduction. Dans ce cas précis, le clonage a été observé chez les ouvrières. Pour comprendre un peu plus, la reine va avoir une reproduction dite sexuée avec un mâle et va produire plus de 2000 œufs par jour. A l'inverse, les ouvrières peuvent se reproduire par reproduction asexuée, donc toutes seules en ne produisant que des femelles. C'est ce qu'on appelle la parthénogénèse télitoque. La parthénogénèse est souvent présente dans le monde des insectes et la progéniture est généralement génétiquement un peu différente. En revanche, ces abeilles du Cap ont subi une mutation qui permet d'intervenir sur une étape de la reproduction et donc leur permettre de se cloner. Cette étape cruciale ici, c'est la recombinaison. En temps normal, le matériel génétique va être légèrement changé et donc créer des individus différents. Le problème chez les abeilles, c'est que cela va souvent créer une forte consanguinité dans les larves et les faire mourir. Donc pas bon pour la colonie. Grâce à la mutation des abeilles du Cap, adieu la recombinaison et bonjour à la copie conforme maman-fille. Pour théoriser l'expérience, les chercheurs ont voulu comparer une reproduction asexuée de la reine avec une reproduction asexuée des ouvrières. Bilan, les ouvrières sont des copies conformes de leur mère, alors que la progéniture de la reine présente des niveaux de recombinaison génétique 100 fois supérieurs. Bien que carrément incroyable, cette mutation génétique peut être problématique. En effet, les ouvrières censées travailler prennent aussi le rôle de la reine. Le travail non effectué peut donc entraîner la mort de la colonie dans sa globalité. La place de la... c'est à la cuisine! Les ouvrières restantes passent donc à une nouvelle colonie et perturbent l'équilibre global de cette nouvelle colonie. A priori, d'après les chercheurs, cela détruirait 10% des colonies sud-africaines chaque année. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire de la vidéo si vous avez des questions ou des remarques. Petit pouce bleu, activation de la cloche et abonnement. Je vous dis à bientôt les amis.